La technologie devient généralement plus rapide, les téléphones, les ordinateurs, Internet, tout s'accélère, mais les avions, non. Quand le Concorde a été cloué au sol en 2003, l'aviation commerciale a ralenti. Mais cela va bientôt changer. Le Lockheed Martin X-59 n'est pas conçu pour voler plus vite que le Concorde. Il est conçu pour corriger l'erreur qu'a faite le Concorde. Le X-59 est un avion de pointe, futuriste, mais regardez sous la surface. Il cache en réalité un secret, et ce secret pourrait changer la façon dont le monde voyage. Le développement aérospatial est très coûteux. Un programme de chasseurs comme le F-35 Lightning II coûte plus de 1,7 billion de dollars au total, et il faut 20 ans pour le développer. La NASA n'avait ni ce budget, ni ce temps. Le programme X-59 devait être réalisé pour environ 248 millions de dollars afin de respecter ce budget. L'équipe de Lockheed Martin Skunk Works, la division légendaire qui a construit le SR-71 Blackbird et l'avion espion U-2, a décidé de réutiliser des pièces provenant de jets militaires retirés du service. Ils n'ont pas réinventé la roue, ils l'ont simplement volée. Prenez le train d'atterrissage, par exemple. Concevoir un nouveau système de train d'atterrissage nécessite des années d'analyse de contraintes, de tests et de certification. Les ingénieurs de Lockheed ont pris le train d'atterrissage du F-16 Fighting Falcon déjà éprouvé, robuste et disponible, sur sa chaîne de production. La verrière du cockpit provient d'un avion d'entraînement T-38, Talon. Le manche de commande vient d'un chasseur furtif F-117 Nighthawk. Même le système de propulsion est de seconde main. Le X-59 est propulsé par un seul turboréacteur General Electric F414 GE-Cint, une variante du moteur utilisé dans le FA-18 Super Hornet, l'épine dorsale de la marine américaine. Mais même si les pièces sont recyclées, la forme de l'appareil change tout. L'avion mesure 30 mètres de long, mais le nez représente 11 mètres et demi de cette longueur, soit plus d'un tiers de l'appareil entier. Le nez massif, en forme d'aiguille, est conçu pour fendre l'air et minimiser le bang supersonique. Nous y reviendrons plus tard. Pour garder le nez parfaitement aérodynamique, ils n'ont pas pu y mettre de fenêtre. Tout pare-brise aurait brisé la surface, ajouté de la traînée et perturbé l'air. Ils ont donc enfoui le pilote à l'intérieur. Dans un avion de chasse, le pilote est assis en hauteur sous une verrière en bulle, offrant une visibilité à 360 degrés. Dans un avion de ligne, le cockpit est à l'avant. Dans le X-59, le pilote est assis très en arrière dans le fuselage, loin du nez et complètement enfermé. En phase 2, il ne voit que l'arrière du panneau d'instruments, et le long cône de nez solide, sans aucun vitrage orienté vers l'avant. Et cela soulève une grande question. Comment fait-on atterrir un avion expérimental de 10 000 kg se déplaçant à 470 km/h si l'on ne peut pas voir la piste? C'est la NASA, souvenez-vous. La solution est le QCS, ou système de vision externe. C'est l'évolution ultime du vol aux instruments. Le pilote observe un moniteur 4K couvrant tout le tableau de bord, mais il ne s'agit pas d'un simple flux vidéo. Des caméras sur le nez, et le ventre de l'appareil filme l'extérieur. Et un super ordinateur assemble les images pour créer une vue parfaite, allant au-delà d'une simple fenêtre. L'image numérique permet à l'ordinateur d'afficher des données de vol clés, comme l'altitude, la vitesse, le cap, et des éléments virtuels sur le paysage. Des boîtes colorées délimitent la piste à l'écran. Le pilote n'a pas à regarder les instruments. Les données flottent devant lui, là où il en a besoin. Cela ajoute un tout nouveau défi psychologique pour le pilote. Il confie sa vie à un flux vidéo. Si l'affichage s'éteint ou se fige, le pilote dispose de quelques secondes pour utiliser les repères latéraux ou interrompre l'atterrissage. Que la NASA fasse voler un avion supersonique habité sans visibilité avant prouve la fiabilité de la technologie aéronautique moderne. Pourquoi concevoir un avion sans fenêtre et avec un nez de 11 mètres et demi? Le vol supersonique est aujourd'hui interdit au-dessus des terres. Ce n'est pas interdit pour la vitesse, mais à cause des ondes de choc créées. Pour comprendre, ne voyez pas cela comme un espace aérien vide. Quand vous traversez une pièce, l'air s'écoule facilement et les molécules s'écartent à temps. Un avion à réaction volant plus vite que le son agit différemment, compressant l'air devant lui avant qu'il ne s'écarte. Lorsqu'un avion approche de Mach 1 la vitesse du son, soit environ 1235 km/h, l'air ne peut pas s'écarter assez rapidement. L'air s'accumule le long du nez et des ailes, formant une onde de choc à haute pression. Lorsque le jet la traverse, deux ondes de choc se forment, une au niveau du nez et une à la queue. La majorité des jets étant courts et compacts, les ondes de choc atteignent le sol et se rejoignent, formant une impulsion d'énergie unique appelée onde en N par les scientifiques. La pression monte en flèche, chute en dessous de la normale, puis remonte brusquement, créant une forme en N. Mais pour l'oreille humaine, cela se traduit par deux détonations nettes, l'une juste après l'autre. Et ce n'est pas seulement du bruit, c'est une onde de choc à haute énergie. Le bang du Concorde pouvait plier les vitres des gratte-ciel, faire tomber des assiettes et déclencher les alarmes de voitures dans des quartiers entiers.
Ce n'était pas qu'un vol, c'était aussi une agression physique très destructrice. Nous en connaissons bien l'ampleur. Avant l'interdiction du vol supersonique au-dessus des terres, le gouvernement américain l'a testé sur ses citoyens. En 1964, l'administration fédérale de l'aviation a posé une question simple. Les Américains pouvaient-ils s'habituer aux bangs supersoniques ? Ils pensaient que si le voyage supersonique était l'avenir, les gens finiraient par s'adapter, comme ils l'avaient fait avec le bruit des trains ou des autoroutes. Pour le prouver, ils ont lancé l'opération Bongo dont ils ont choisi la ville d'Oklahoma City comme sujet de test. Pendant 6 mois, l'armée de l'air a fait voler des F-104 Starfighter supersoniques au-dessus de la ville, 8 fois par jour, tous les jours à des heures précises. Le but était de simuler un avenir où des avions de ligne supersoniques traverseraient constamment le pays. Le résultat fut le chaos. Les bangs n'étaient pas seulement agaçants, ils faisaient vibrer les écoles, réveillaient les bébés et fissuraient le plâtre de milliers de maisons. La FAA a reçu plus de 15 000 plaintes pour bruit, et ce n'était pas que des plaintes. Plus de 4 600 demandes d'indemnisation concernent des vitres brisées et des dégâts structurels. Les agriculteurs ont signalé que leurs poules, terrifiées, avaient cessé de pondre. Les ouvriers du bâtiment jugent les détonations soudaines dangereuses sur les chantiers. L'impact psychologique sur la population était évident. Anxiété, nuit blanche et une tension constante en attendant le prochain bang. L'expérience a montré que l'onde en N ne marche pas au-dessus des zones habitées. Cet échec a mené à la règle de 1973 interdisant le vol supersonique sur le sol américain, ce qui a finalement éliminé le modèle économique du Concorde. Le Concorde était capable de croiser à Mach 2,04, mais dès qu'il franchissait le littoral en Europe ou aux États-Unis, il devait voler en subsonique, et cela a tué sa rentabilité. Les moteurs supersoniques sont conçus pour voler vite. Les faire voler lentement consomme d'énormes quantités de carburant rien que pour maintenir des vitesses normales, pour que ça fonctionne. Les compagnies aériennes facturaient jusqu'à 12 000 $ l'aller-retour, mais peu acceptèrent de payer ce prix pour gagner 3 heures. Depuis 50 ans, les ingénieurs aérospatiaux sont piégés par cette règle. On peut créer un moteur plus rapide, mais on ne peut pas échapper à la physique. Puis est arrivé le X-59. Le projet a débuté avec une question simple. Peut-on modifier la forme d'un avion pour éviter que les ondes de choc ne se rejoignent ? Les ingénieurs de la NASA simulent le mouvement de milliards de molécules d'air avec des superordinateurs. Ils ont testé des milliers de formes, cherchant celles qui empêcheraient la formation de l'onde en N sur un avion classique. Les ailes, le cockpit, la verrière et la queue créent tous leurs propres ondes de choc qui s'accumulent. Sur le X-59, la cellule est conçue pour gérer ces ondes. Il dirige certaines ondes vers la stratosphère et d'autres vers le sol, selon des angles précis. Les ondes de choc sont étirées sur toute la longueur de l'avion et orientées de façon à ne jamais se rejoindre. Au lieu d'un pic brutal, les ondes restent dispersées. En touchant le sol, elles s'aplatissent en une onde douce et ondulante. Sur un graphique, un bang supersonique classique ressemble à un éclair dentelé. Cette nouvelle onde ressemble à une colline douce, et pour l'oreille humaine, la différence est énorme. Pour rendre le I-59 silencieux, les ingénieurs ont dû repenser tout le moteur. Le moteur du F-18 était monté sur le dessus de l'avion, choix essentiel pour réduire le bruit dans la plupart des jets. L'entrée d'air du moteur hurle, les pales de la turbine tranchant l'air en un rugissement aigu. Sur le X-59, le moteur monté sur le dessus permet au fuselage de bloquer ce bruit pour qu'il n'atteigne pas le sol, mais cela présente un inconvénient. L'air au-dessus des ailes est turbulent, ce que les avions à réaction n'apprécient pas. Cela peut provoquer un pompage du compresseur, où le moteur s'étouffe et s'arrête. Donc les ingénieurs ont ajouté des ailettes et des conduits pour lisser le flux d'air, permettant ainsi au moteur du F-18 de fonctionner en sécurité dans une position non prévue. Et les défis ne s'arrêtent pas à l'aérodynamique. Voler à Mach 1,4 crée des frottements. Le X-59 vole à une altitude de 55 000 pieds, où la température ambiante de l'air est d'environ moins 70 degrés Fahrenheit. Mais la surface de l'avion chauffe, les molécules d'air frappant le nez et les bords des ailes font monter la température de la surface au-delà de 70 degrés Fahrenheit. La différence de température dilate le métal sur un avion classique sans poser problème. Sur le X-59, c'est critique, car la forme précise de l'appareil est la seule chose qui maintient le bang supersonique sous contrôle. Cela pourrait condamner tout le projet. Même une légère déformation du nez pouvait transformer le bruit sourd en bang supersonique. Les ingénieurs ont donc conçu la structure du X-59 pour qu'elle se dilate en vol sans se déformer. Ils ont employé des composites avancés et des alliages d'aluminium pour résister aux variations de température, transformant même le système de carburant en système de refroidissement. Le carburant traverse les échangeurs de chaleur des ailes, absorbant la chaleur avant d'atteindre le moteur. Le carburant refroidit l'avion, l'empêche de se déformer, puis sert à la propulsion. Le X-59 est plus qu'un avion, il répond à un problème vieux de 50 ans.
Le projet s'appelle officiellement la mission Quest, pour technologie supersonique silencieuse. Le X-59 vole déjà au-dessus du désert du sud de la Californie, effectuant ses premiers essais en vol. Mais la véritable mission, il s'apprête à sortir cet avion du désert et à l'inscrire dans l'histoire. La NASA va tester pour la première fois un avion supersonique volant volontairement au-dessus de villes américaines. Quelques communautés seront sélectionnées aux États-Unis, chacune avec des géographies et des climats variés. La NASA doit étudier le banc dans l'humidité de la Floride, la chaleur sèche de l'Arizona et l'air froid et dense du Midwest. C'est là que le public intervient. Les résidents sur la trajectoire de vol s'inscriront pour participer à l'étude sans capteur, car ils font office de capteurs. La NASA a même créé une application mobile dédiée. Le X-59 volera à plus de Mach 1,4. Au sol, les gens vaqueront à leurs occupations, promèneront leurs chiens, travailleront dans un bureau ou dormiront. Après le passage, l'application leur demandera s'ils ont entendu un bruit et de l'évaluer. L'expérience humaine prime. Les machines mesurent le son, mais seules les personnes jugent s'il est distrayant, surprenant ou tolérable. L'objectif de la NASA est simple, prouver que le bruit sourd est assez doux pour être supporté. Si les données sont concluantes, la NASA les présentera à la FAA et à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Leur argument, remplacer la limitation de vitesse, jugée dépassée, par une limite de bruit. L'industrie surveille, un changement de règles pourrait faire exploser le marché. Le principal candidat boom supersonique. Ils construisent l'Overture, un avion de ligne commerciale conçu pour voler à Mach 1,7, et ont déjà obtenu des précommandes de United, American et Japan Airlines. L'usine de Greensboro, en Caroline du Nord, s'apprête à fabriquer ces jets. Actuellement, le modèle économique de Boom est ralenti. Sans l'avancée réglementaire du X-59, l'Overture ne pourra voler en supersonique qu'au-dessus de l'océan. Il peut voler de New York à Londres en 3h30, mais il doit ralentir à des vitesses subsoniques pour voler de Seattle à Miami ou de Tokyo à Paris. Si le X-59 réussit, la carte de Boom s'élargit, les routes terrestres deviennent viables. Un vol de Los Angeles à New York passe de 5h à 2h30. La barrière qui clouait au sol les vols supersoniques au-dessus des terres disparaît. Il reste un énorme obstacle. La vitesse a un prix. Et en 2026, ce prix, c'est le carbone. Les moteurs supersoniques consomment bien plus de carburant par passager que les avions les plus efficaces, dans un monde visant la neutralité carbone. Une flotte de jets très gourmands, en carburant, est coûteuse et nuit à l'image, d'où l'importance du carburant d'aviation durable pour l'avenir du vol supersonique. Ce biocarburant, issu d'huile de cuisson, de déchets agricoles ou de carbone capturé, fonctionne comme le carburant d'aviation classique, mais réduit jusqu'à 80% les émissions sur tout le cycle de vie. Le moteur du X-59 est déjà compatible avec ce carburant durable. Boom Supersonic a conçu l'Overture pour fonctionner à 100% au carburant durable dès le premier jour. L'argument est simple, ces jets consomment plus de carburant, mais il est propre. Mais il y a une autre menace qui plane en haute altitude. Le X-59 et les futurs avions de ligne volent à 60 000 pieds, bien au-dessus du trafic aérien normal. Ici, l'air est plus rare et plus fragile. Les émissions d'oxyde d'azote et de vapeur d'eau à cette altitude peuvent endommager la couche d'ozone. Des avertissements indiquent qu'une flotte de jets supersoniques pourrait aggraver l'impact de l'aviation sur la couche d'ozone. Les ingénieurs travaillent sur des moteurs à combustion pauvre pour réduire les oxydes d'azote, mais cela reste un défi majeur. Le X-59 ne teste pas seulement le bruit, il teste aussi l'atmosphère elle-même. Des capteurs au sol et dans le ciel suivront précisément l'effet des gaz d'échappement sur les couches supérieures de l'air. La NASA reste concentrée sur ces enjeux. Le Pentagone a un programme très différent. La technologie furtive, comme celle du F-22 ou du F-35, concerne l'invisibilité au radar, mais la furtivité visuelle et auditive sont aussi des facteurs. Un avion à réaction pouvant voler à des vitesses supersoniques sans bang est un atout tactique majeur. Actuellement, un avion de chasse doit choisir entre vitesse et furtivité pour traverser un pays et intercepter une menace. En supersonique, le bang se fait entendre dans un rayon de 80 km. La technologie à faible bang offre une furtivité acoustique. Un intercepteur du futur pourrait traverser le territoire ennemi à Mach 1,5 et au sol, cela ne serait perçu que comme un léger grondement, facilement ignoré. Les défenses ennemies n'auraient même pas le temps de réagir. Le X-59 ne concerne pas que le vol supersonique, ces données préparent à des vitesses encore supérieures. Alors que le supersonique correspond à Mach 1 jusqu'à Mach 5, l'hypersonique commence à Mach 5 et au-delà. C'est comme voler de New York à Tokyo en 90 minutes, le vol hypersonique génère encore plus de chaleur et des ondes de choc bien plus complexes que le supersonique. Les leçons sur le contrôle thermique et acoustique tirées du X-59 sont des étapes vers ce futur suborbital. Maîtriser Mach 1,4 permet d'envisager de passer à Mach 5. L'aérospatiale est à un tournant de l'histoire. Pendant 20 ans, le futur était plus lent que le passé.
Le Concorde a montré ce que la vitesse pouvait accomplir, mais il avait trop de défauts. Le I-59 a montré que vitesse et silence peuvent coexister. Les 3 prochaines années seront décisives. Les essais en vol dans le désert de Californie fourniront des données concrètes. Les survols des communautés, des données psychologiques. Le résultat, ce n'est pas qu'un avion plus rapide, il pourrait transformer la vie et le travail des humains. Avec son nez allongé et son cockpit sans fenêtre, le X-59 est unique parmi les avions. Mais alors qu'il roule vers la piste à Palmdale, prêt à allumer la post-combustion de son FDX-8, il fait avancer toute une industrie, ce que l'aviation commerciale n'a pas fait depuis des décennies, et son arrivée signifie une chose, le vol supersonique est de retour, maintenant. Allez voir l'avion de l'apocalypse de la 3ème guerre mondiale, le U-6 Mercury, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.